L'histoire commence sur le continent de Juju, peuplé de choses immondes, de démons, de barbares et d'humains. Le peuple est gouverné par la dynastie immortelle des Qing. Bien que les mortels et les parfaits vivent ensemble. Cependant, la pratique de l'immortalité requiert un don unique. La neige des monts Yumin est très blanche, et ce depuis de nombreuses années. Mais le stade céleste ne permet de générer le printemps qu'avec une seule pensée. Et pourtant, un grand nombre d'ascètes ne veulent pas s'efforcer de faire quoi que ce soit. Pour atteindre cette limite de force, le vieil homme a dû renoncer à beaucoup de choses, y compris l'humanité. Il suffit de poser le pied sur le sol pour qu'un beau paysage apparaisse. Plus personne ne se souviendra de ce qu'il faisait vraiment ici. Soudain, quelqu'un interpelle le vieil homme et ses pensées s'envolent. Il s'avère que quelqu'un s'est introduit dans la secte et a commencé à tuer les étudiants sans pitié. Et cette personne veut également détruire leur secte. Le chef de secte fut surpris car il pensait que les 6 anciens du stade de la Terre seraient manifestement capables d'arrêter ce monstre. Le subordonné l'interrompit, disant que les anciens étaient déjà morts et que les disciples se battraient jusqu'à la mort pour les venger. Le vieil homme décide ensuite de réfléchir à ce qu'il a entendu. Au bout d'un moment, il prit la bonne décision pour lui et invoqua un dragon pour lui-même. Ensuite, il a sauté sur la tête du dragon. Ensuite, il s'est rendu dans sa secte. Lorsqu'il s'est approché, il était en état de choc. Il a vu des piles de cadavres et du sang partout. En s'approchant, il aperçut la silhouette d'un homme assis sur son trône, armé d'une épée. L'homme était en train de nettoyer une épée complètement couverte de sang. En regardant de plus près, le vieil homme se rendit compte qu'il était mortel. À l'époque, il était furieux que la secte centenaire de Yumin ait été détruite par un mortel. L'homme a déclaré que les anciens de la secte Yumin violèrent les femmes, prenant leur énergie, et que les disciples tuaient, sans pitié, 289 personnes dans le village, à l'aide de la sorcellerie noire. Le vieil homme ne le comprenait pas, car il avait décidé de détruire une secte entière à cause de quelques insectes. Car une secte pouvait sauver beaucoup de gens dans la bataille contre les démons, et il se mettait soudain à décider de tout pour les autres. Cet assassin a expliqué que les princes, comme les roturiers, commettent des crimes, et que, les parfaits, ne font pas exception. Mais selon lui, seul le vieil homme est coupable de la destruction de la secte Yunming. Pour atteindre le stade céleste, il consommera des dizaines de milliers d'âmes innocentes. Et tous les membres de la secte sont complices. C'est pourquoi ils ont été punis équitablement. Le vieil homme ne comprenait pas pourquoi il était si bête. Après tout, un minuscule sacrifice en échange d'un pouvoir qui n'apportait que prospérité était tout à fait justifié. Il ne pouvait raisonner que du point de vue d'un mortel. Tout comme les insectes d'été ne peuvent pas parler de l'hiver. Le vieil homme décide donc de le remettre sur le droit chemin et d'oublier enfin l'incident. Le tueur ne s'est pas laissé déconcerter et a décidé d'engager le combat. Puis, il a sauté sur le vieil homme pour montrer qui était le plus fort. Celui-ci est surpris, car il pensait qu'il allait s'enfuir. D'un seul coup d'épée, il trancha la tête du dragon. Le vieil homme ne comprenait pas comment cela était possible, car personne n'avait réussi à le faire aussi rapidement avant lui. En y regardant de plus près, il se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'une épée ordinaire, mais d'un trésor spirituel. Il ne comprenait pas comment un corps mortel pouvait l'utiliser. Mais le vieil homme se ressaisit. Il se rassura en se disant que même s'il pouvait tenir ce trésor spirituel, il ne pourrait certainement pas vaincre l'épée de la secte Yumin. Il activa ensuite la technique du ciel de feu. Il lui a ensuite sauté dessus avec son épée. L'assassin n'est pas en reste et arrête son attaque. En même temps, il était évident sur son visage qu'il était complètement calme. Le vieil homme ne comprenait pas comment il était possible que l'on puisse arrêter son épée. Le ciel de feu est l'ultime trésor spirituel. Il ne peut être détruit aussi facilement. C'est alors que le gamin décida de ne pas hésiter et de le contre-attaquer, détruisant ainsi son épée. Le vieil homme n'était pas découragé même dans cette situation, car il se souvenait que même si son arme était si puissante, la secte Yumin avait une arme secrète en son sein. Il s'agit de la grande formation qui protège la montagne. Il l'a ensuite activée. Le vieil homme était très heureux de pouvoir enfin le détruire. Sauf que le gamin n'était pas du tout effrayé. Il était au contraire très calme. Ensuite, il décida de mettre fin à ce cirque et donna un coup d'épée. La formation fut alors détruite et le vieil homme vaincu. Il est tombé par terre et n'arrivait pas à croire que c'était possible. Dès que l'enfant a commencé à s'approcher du vieil homme, celui-ci s'est éloigné en rampant, terrorisé. Puis le garçon a commencé à me dire que cette épée, qui détruit les épées et dissipe la sorcellerie, ne peut être utilisée que par les mortels. Les parfaits et les démons ne peuvent pas la toucher. Il lui a donc demandé s'il ne reconnaissait vraiment pas cette épée, et lui-même. Le vieil homme regarda son épée, qui était juste devant ses yeux, et demanda qui il était, car il n'en avait aucune idée et ne se souvenait pas du tout de lui. Il a supposé qu'il s'agissait d'un épéiste à gages. Puis le gamin a crié que la secte Yuming avait fait du mal à des dizaines de milliers de personnes.
et l'épéiste engagé Su Hangxi est ici sur ordre de l'empereur de la dynastie Qing. C'est alors que le vieil homme comprend qu'il est venu pour le tuer. C'est pourquoi il a demandé à prononcer des paroles posthumes à la majesté. Le gamin ne l'a même pas écouté et lui a coupé la tête. Su Hangxi était heureuse que le vieil homme ait finalement été exécuté. Il entreprend ensuite un long voyage. En chemin, il décide de se remémorer son enfance, en particulier sur le fait qu'il passait toutes ses journées avec sa petite sœur. Et il lui donnait toujours un bon repas. Elle lui promit que lorsqu'elle serait grande, elle deviendrait sa femme. Mais Su Hangxi n'y croyait même pas. Comme sa mère disait qu'elle deviendrait grosse et qu'elle avait un caractère difficile, son mari serait battu. La sœur ne pouvait évidemment pas tolérer de tels propos et continuait à le frapper sur la tête. Sa sœur aimait beaucoup la battre et lui demandait toujours de se lever et de se battre avec elle. Tom n'a pas eu d'autre choix que de s'éloigner lentement de la situation. Un jour, tous les habitants du petit village entendent soudain un énorme grondement. Ensuite, tout le monde a vu le sol commencer à se fissurer comme sous l'effet d'un tremblement de terre. Ces fissures étaient si grandes que les habitants y tombaient et s'y écrasaient. Il y avait aussi un tas de pierres qui tombèrent sur le sol et sur la tête des gens. Soudain, Su Hanizi et sa petite sœur aperçoivent un bébé qui pleure sous une pluie de pierres. Su Hangxi décide de ne pas hésiter et court pour la sauver. Malheureusement, Su Hansa vit soudain un énorme rocher foncer sur lui. Su Hangxi fut complètement choquée et resta stupéfaite. Sis décide de ne pas hésiter et de le sauver, tout en se sacrifiant. Ensuite, Su Hanizi n'a vu que la pierre s'écraser sur le sol à toute vitesse et écraser sa sœur. Le visage de Su Hansa porte même le sang de sa petite sœur, qui a été écrasée par l'énorme pierre. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait et il a immédiatement couru vers le rocher pour aider sa petite sœur à sortir, car il croyait qu'elle était morte. Mais avant même qu'il ait pu s'approcher, le sol sous ses pieds a commencé à se dérober. Ensuite, il est descendu lui-même. Finalement, il a eu de la chance et est tombé dans l'eau. Il a commencé à s'étouffer et à se noyer. Pourtant, il se ressaisit et commence à prendre l'air. Au bout de quelques secondes, il y parvient et se retrouve quelque part sur le rivage. En regardant devant lui, il est choqué. Il a vu de nombreux cadavres de son village. Su Hangxi part immédiatement à la recherche de ses parents. Tout aussi soudainement, il entendit quelqu'un derrière lui. En se retournant, il aperçoit un vieil homme qui s'étonne que le village ait été touché. Un ancien s'est approché du vieil homme et l'a calmé, lui disant qu'il n'était qu'un simple mortel et que c'était tout. Il a toutefois ajouté qu'il n'existe aucune loi dans ce monde qui puisse les empêcher de se perfectionner. Tout aussi soudainement, ils entendent une sorte d'appel à l'aide. Une mère avait recouvert son enfant d'un rocher et demandait de l'aide. L'aîné s'est rendu compte que si les autres découvraient cet incident, ils auraient des ennuis. Il a donc résolu ce problème en tuant tout simplement cette mère d'une balle dans la tête. L'aîné n'a même pas sourcillé. Il était même à l'opposé de la joie, ce qui l'a rendu encore plus excité. Soudain, il voit un petit caillou voler droit sur sa tête. L'aîné a cru qu'il s'agissait d'une blague et l'a esquivé. C'est Su Hangxi qui a commencé à leur crier qu'ils avaient tué tous les habitants du village. Il était également très en colère qu'ils aient tué ses parents. Pour l'aîné, ce n'était qu'un insecte qu'il voulait simplement écraser. Su Hangxi réalisa qu'il s'agissait d'immortels. Et pour eux, tout comme pour les démons, les vies humaines ne signifient rien. Par conséquent, ils ne sont pas dignes d'être immortels. Même en tant qu'enfant, il comprend cette simple vérité. Non seulement il les défie, mais il va aussi rendre justice à tout le village. Tout aussi soudainement, l'épée dans le dos du vieil homme se mit à vibrer. Alors que l'aîné le menace, le vieil homme décide de l'arrêter. C'est alors que le vieil homme comprit que Duan Wu avait décidé de choisir un maître. Il était très intéressé par le choix de l'épée. Le vieil homme comprit également que le petit morveux voulait se venger, mais il était encore trop faible. Puis il dégaina son épée et la lança devant le gamin. Le vieil homme lui expliqua alors que cette épée était sa seule chance de le tuer. L'ancien s'est immédiatement levé pour dire que ses armes ne devraient pas être remises à de tels mortels. Le vieil homme le rassure en lui disant que tout va bien et que Duan Wu a choisi le maître. Au même moment, le vieil homme sent un changement de situation. Enfin, il a dit qu'il espérait qu'il le tuerait quand il serait grand. L'instant d'après, ils ont disparu. C'est ainsi que Su Hangxi se retrouva avec sa nouvelle épée à partir de maintenant. De plus, il avait déjà juré de tuer ce vieil homme, ce qu'il avait fait récemment. Soudain, l'épée qui se trouvait dans la boîte commença à se détacher. Su Hangxi commença immédiatement à l'arrêter et lui promit de lui trouver un nouveau maître lorsqu'il s'occuperait de la secte Yunming. Su Hangxi se rendit compte qu'il était déjà impatient. L'épée décida de lui donner une leçon de colère et l'effraya en le poignardant entre les jambes, manquant de toucher un organe très important. Su Hangxi se mit immédiatement à crier sur l'épée et lui demanda de ne plus faire cela. Après tout, cela lui avait fait très peur. Tout aussi soudainement, il vit l'épée commencer à vibrer. Su Hangxi se rendit compte qu'il avait senti son nouveau maître.
Non loin du lieu de repos de Suhansa, des choses étranges se produisaient. Une secte suivait une petite fille. Elle était étudiante à l'académie de Jixia, et elle les a donc menacés des châtiments qui suivraient de sa mort. Le chef de cette secte n'a fait que rire. Seul l'argent en échange de la vie leur convient. S'il y a de l'argent, personne ne la touchera. Puis il a commencé à s'approcher de cette petite fille pour la tuer. Soudain, Suhanyu apparut et entra dans leur conversation. Il s'étonne que même un stade obscur en voie de perfectionnement doive voler des petites filles. Il lui a seulement répondu en lui conseillant, à lui, un mortel, de continuer son chemin. Su Hongxi ne voulait certainement pas être impliqué dans cette affaire, mais il avait un devoir après tout. C'est alors que le chef de la secte s'est demandé qui il était pour être aussi effronté. Su Hongxi décida de l'énerver un peu, et sortit une énorme ceinture, contenant un tas de jetons qu'il commença à parcourir pour trouver le bon. Il avait déjà compris que les voleurs étaient dits des troupes de garnison ordinaires, mais qu'ils étaient composés de mortels. Il avait même supposé qu'il s'agissait de gardes du palais, mais il se rendit compte que c'était une erreur, car il n'était capable que d'intimider les fonctionnaires. Il les a ensuite parcourus comme ça pendant quelques minutes. Il n'arrivait toujours pas à trouver le bon jeton. Il en a même trouvé un pour les cavaliers ivres, pour ceux qui tuent le bétail, pour les petits voleurs et pour les fraudeurs. Au bout de quelques minutes, le chef de la secte se mit en colère et décida d'en finir avec cet idiot. Su Hongxi réagit immédiatement et lui coupe le bras. Le chef de la secte comprit alors qu'il s'agissait d'un épéiste à gages. Su Hongxi se contenta de sourire et révéla qu'il s'agissait de l'une de ses professions. Le chef de la secte annonça que, selon la loi de la dynastie Qing, il lui était interdit d'exécuter des immortels en privé, sans procès. Hansa ne les comprenait pas, car il devait savoir qu'il était interdit aux immortels d'attaquer des épéistes à gages. Par conséquent, les contrevenants doivent être condamnés à l'exécution. Puis Su Hensui l'a tué. Il a ensuite décidé de s'attaquer au reste de la secte, car ils étaient complices. Ceux-ci ont immédiatement pris peur et ont commencé à s'enfuir. Mais aucun d'entre eux n'est arrivé à temps, et Su Hanye a fini par tuer tout le monde. La petite fille qui se trouvait à proximité était en état de choc. Elle était choquée de voir un épéiste mercenaire capable de tuer des démons et des immortels. Su Hongxi a prêté attention à cette fille et s'est rendu compte qu'elle s'était exprimée maladroitement. Depuis qu'elle l'a vu les tuer tous là-bas. Même s'il l'avait sauvée, il ne la laisserait pas répandre des rumeurs. Il décida donc de lui donner 500 liang d'argent pour son silence. La jeune fille l'a arrêté, et comme il est son sauveur, elle ne parlera jamais de ce qui s'est passé. C'est pourquoi elle ne peut pas accepter l'argent. Su Hongxi a décidé que c'était mieux ainsi. Elle devait donc lui verser 500 liang pour qu'il s'assure qu'elle ne dise rien. Cette fille était un peu choquée par ce qui venait d'être dit. Su Hansu décida alors d'agir et voulut l'attacher pour faire bonne mesure. Puis elle a crié à toute la forêt de la laisser partir. Au bout d'un moment, Su Hansa la tenait toujours dans ses mains. Elle avait déjà dit à plusieurs reprises qu'elle lui enverrait un messager avec de l'argent lorsqu'elle retournerait à l'académie Jixia. Mais Su Hansa n'y pensait même pas, car elle serait volée en chemin. Il décida donc de l'amener lui-même à l'académie pour obtenir son argent à coup sûr. La jeune fille s'y oppose, car pour des raisons de sécurité, Su Hansa l'attache et la fait monter sur un cheval, qui bien sûr n'aime pas la jeune fille. Ensuite, ils se sont mis en route vers l'académie. Sur le chemin de l'académie Su Hansa, il décide d'appeler le palais de la dynastie Qing. Il a appelé sa vieille amie. Cette fois, elle a décidé de prendre un bain devant lui, et Su Hanishi lui a demandé d'arrêter de prendre un bain pendant leur conversation juste avant l'appel. Elle ne comprenait pas pourquoi il était timide s'ils avaient pris des bains ensemble lorsqu'ils étaient enfants. Su Hongxi se contenta de rire, car il avait déjà pensé que son Altesse ne le considérait pas comme un homme. La jeune fille lui a demandé d'arrêter, car il aimait bien voir son look sophistiqué. Pourtant, elle décide d'arrêter de le séduire et de passer aux choses sérieuses. Su Hongxi révéla que, selon le plan, il livrerait Jiangbei à l'académie Jixia dans les 10 jours. Après cette information, elle s'est habillée et est sortie de la baignoire. Il ordonne ensuite à son armée de prendre ses positions et que les espions agissent conformément au plan. Elle a hâte que les choses changent dans ce monde. Pendant ce temps, le client qui voulait tuer Jiangbei hurlait contre le second aîné. Il ne comprenait pas comment ce dernier pouvait ne pas s'occuper d'une petite fille. Le deuxième ancien commença immédiatement à s'expliquer et à dire qu'il ne savait pas que Jiangbei avait une défense aussi puissante. Les améliorateurs de stade sombre envoyés pour s'occuper d'elle furent tués. Le client était très en colère, car si les pouvoirs du stade sombre n'étaient pas suffisants, il fallait envoyer les pouvoirs perfectionnés du stade jaune. Le deuxième ancien a expliqué que tous les perfectionneurs de l'étape jaune sont aussi des anciens. Il n'a pas le droit de les commander. Le client a décidé de lui expliquer également que si l'on ne pouvait pas les utiliser, il fallait utiliser sa propre impureté.
Le client a appris le secret de l'impureté du deuxième ancien par ses sources. Il a été complètement choqué et n'a rien pu dire en réponse. Ensuite, le client lui confie des missions. Il doit d'abord prouver sa valeur avant que son maître ne l'autorise à commettre de mauvaises actions. Et s'il ne le fait pas, il sera condamné à mort pour conspiration avec le mal. Il n'a accepté ses instructions qu'en retour. Entre-temps, Su Anissi est resté à l'hôtel avec la jeune fille. Les domestiques commencent immédiatement à décharger ses affaires dans la pièce. Le serviteur qui déballait les bagages a remarqué qu'ils étaient très lourds et a supposé qu'ils contenaient des bijoux. Su Anissi se contenta de rire et de dire qu'il était un séducteur réputé et qu'il avait caché la jeune fille récemment capturée dans ses affaires. Le serviteur pensa qu'il plaisantait et s'en alla. Mais le sourire du serviteur ne plaît pas à Su Hansa et il décide de le suivre. Et ce n'est pas pour rien qu'il s'est approché de deux hommes armés. Il s'est ensuite tourné vers la jeune fille et lui a dit de sortir. Jiang Bei a sauté hors du sac et a commencé à lui crier dessus car elle n'allait pas dormir dans la même chambre que lui. Su Hangxi la calme en lui disant qu'il ne va pas rester longtemps. En réponse, Jiang Bei se demanda où il allait. Su Hangxi lui a dit de ne pas s'inquiéter car elle ne serait pas complètement seule. Il aura toujours son épée. Il m'a aussi dit en confidence qu'il y avait un vrai pervers dans cette boîte. Et il aime particulièrement les jeunes filles comme elle. Et enfin, bien sûr, il lui a ordonné de veiller à ce qu'il ne sorte pas de là. Pourtant, Jiang Bei lui demanda à nouveau où il allait. Su Hangxi a déclaré qu'il n'avait pas souvent l'occasion de se rendre dans des villes et qu'il avait donc décidé de sortir pour boire du vin. Jiang Bei fut choquée par son insolence. Et elle avait très peur de ce pervers dans la boîte. Pendant ce temps, Su Hangxi marchait calmement dans la ville, tandis que trois aînés pouvaient être vus derrière lui sur le toit. L'un d'eux vit que l'épée dans le dos de ce mortel n'était pas simple du tout. Et il est même possible que ces raffineurs du stade obscur aient été tués par lui. Ce qui est tout à fait vrai. Ils ont donc décidé de s'occuper de cette fille dès la tombée de la nuit. Cela dit, l'un d'entre eux a décidé de s'occuper personnellement de ce type. Au bout d'un moment, deux personnes s'introduisent discrètement dans la chambre de Jiao Bei. Ils sont déjà en train de tendre la main pour la faire tomber. Tout à coup, la boîte s'est mise à vibrer très fort. Ensuite, une épée est sortie de la boîte. À cause du bruit, Jiao Bei s'est elle-même réveillée. Dès qu'elle a repris ses esprits, elle a vu que la boîte était vide. Et puis j'ai vu deux personnes devant moi, et elle se souvint immédiatement des paroles de Su Hansa, sur la nécessité de veiller à ce que personne ne s'échappe de là. Elle réalise alors que ces deux-là sont les pervers de la boîte en bois. Ceux-ci se sont contentés de rire et de se présenter comme des impies. Et après cela, ils ont commencé à se transformer en loups-garous. Ensuite, ils ont sauté sur Jiao Bei pour s'en débarrasser rapidement. Pendant ce temps, Su Hangxi marchait vers la ville, l'esprit calme. Mais bien sûr, il savait tout et voyait ces types. Et au bout d'un moment, il s'est fatigué. Après quoi, il s'est retourné vers la jeune fille, lui disant qu'il se promenait déjà tout le temps dans des endroits déserts pour qu'elle l'attaque. Mais il le fait depuis si longtemps qu'il commence à en avoir assez. La jeune fille a immédiatement remarqué que Su Hansui était une personne intéressante pour une telle entreprise. Mais plus encore, elle se demandait pourquoi il n'avait pas peur puisqu'il savait qu'elle était venue pour l'abattre. Su Hangxi se contente de rire, car il sait depuis longtemps qu'il n'est pas leur cible principale. De plus, il n'aimerait vraiment pas se battre contre une si belle femme. La jeune fille était ravie qu'il soit prêt à sacrifier sa vie pour cette fille à l'hôtel. Su Hansa décida de la contrarier un peu, et de lui suggérer que la fille qu'ils essayaient de tuer pouvait aussi être une épéiste. Bien qu'elle ne ressemble à rien, elle n'est pas très intelligente et ses compétences ne sont pas au top. La jeune fille fut abasourdie par cette information. Et elle ressentit soudain un sentiment étrange. Elle réalisa alors qu'il ne mentait pas, et que la petite fille était vraiment une épéiste. Pendant ce temps, Jiang Bei était venu au secours de Jiang Bei avec l'épée qu'il avait choisie. Les loups-garous ne comprenaient pas ce qui se passait. Ce trésor magique a commencé à les anéantir. Jiang Bei ne comprenait toujours pas ce qui se passait ici. Pendant ce temps, Su Hangxi sentait que ses deux complices n'avaient pas terminé leur part du plan. La jeune fille l'a également senti et a été frappée de stupeur. Ce n'est qu'à ce moment-là que la jeune fille a compris qu'il l'avait délibérément entraînée à l'écart pour qu'elle ne puisse rien faire pour aider ses partenaires. Su Hangxi se contenta de rire en pensant qu'elle n'y parvenait que maintenant. Il n'aurait certainement pas eu affaire à elle, la démone du stade jaune, si cette fille stupide s'était amusée à faire des bêtises. Elle était furieuse et jura qu'elle ne ferait plus jamais confiance aux humains. Elle était furieuse et jura qu'elle ne ferait plus jamais confiance aux humains. Elle commença à dire que le deuxième ancien l'avait poussée à attaquer l'épéiste par la ruse. Elle décida de demander à Su Hansa si cet épéiste était bien celui-là. Su Hansa décida de ne rien cacher et confirma ses paroles.
La jeune fille a alors commencé à dire qu'elle avait attaqué de son plein gré et qu'elle ne voulait pas du tout se battre avec lui. Elle a ajouté qu'elle s'était simplement sentie trahie. Elle lui a donc proposé de faire quelque chose pour lui, en échange de quoi il la laisserait partir. Su Han-si pensa que cela pourrait être intéressant et il décida de la laisser partir si elle acceptait de dire qui l'avait envoyée à la recherche de ce crétin. Elle se rendit compte qu'il était hors de question qu'elle abandonne son client et passa donc au plan B. Elle n'a pas eu d'autre choix que de le tuer, et elle s'est transformée en monstre en une fraction de seconde. Elle ajouta que les épéistes qui ne peuvent s'améliorer sans leurs armes ne sont pas plus dangereux qu'un insecte. Alors, en le serrant dans ses bras, elle lui arracha son arme et sauta en arrière à une distance sûre. La jeune fille commença à dire qu'elle avait tué beaucoup de gens dans sa vie, mais qu'elle n'avait jamais eu affaire à des épéistes auparavant. C'était donc très intéressant pour elle. Su Han-si ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin de se transformer en un monstre effrayant alors qu'elle était déjà très belle avant la transformation. La jeune fille ne comprenait pas comment il avait pu oser la taquiner alors qu'elle était sur le point de mourir. Su Han-sa s'est bien sûr moqué d'elle, car il n'était pas vrai que tous les épéistes ne pouvaient pas s'améliorer. Car il est alors, dit-elle, spécial. Su Han-si a invoqué son nom de famille et l'a immédiatement attrapé avec son énorme main. La femme en réponse a immédiatement commencé à demander de la laisser partir, et ensuite elle lui dirait tout. Mais il était déjà trop tard, et Su Han-si n'était pas disposé à accepter les conditions précédentes de l'accord. Le familier l'a alors écrasé d'une énorme main en 2 morceaux. Su Han-si ne comprenait pas pourquoi, à chaque fois qu'il invoquait un familier, il ne l'écoutait pas. En général, un familier était un esprit magique qui servait les sorciers, les magiciens et autres praticiens de la magie. Il se tourna ensuite vers le familier et commença à lui crier dessus, puisqu'il lui avait dit de ne pas écraser son adversaire à mort immédiatement après son apparition. Après tout, ce n'était pas la première fois que cela arrivait, et c'était même toujours le contraire. Tout aussi soudainement, il sentit quelque chose d'étrange et se retourna. Mais il n'y avait rien, juste le vent habituel. Pour une raison ou une autre, il a cru sentir que quelqu'un l'observait. C'était vraiment le cas. Et il était vraiment observé à travers un hologramme. L'homme qui l'observait était très surpris que l'épéiste soit capable d'invoquer un familier. Ce monde devenait de plus en plus intéressant pour lui. Cet homme se tourna alors vers Mo et lui ordonna de se préparer, car il devait rencontrer une personne merveilleuse. Je veux dire, l'épéiste Su Han-sa. C'est alors qu'une taupe a commencé à émerger du sol. Mo demanda alors au Seigneur pourquoi il s'intéressait tant à cet épéiste. Il répondit que la majorité absolue de ceux qui se perfectionnaient ne pouvaient utiliser que les sorts des 5 éléments. Les unités de niveau céleste ou supérieur sont capables d'invoquer des animaux spirituels. Et des talents comme celui de Su Han-sa, capable d'invoquer un familier, sont extrêmement rares. Et pourtant c'est un épéiste. Néanmoins, Mo pensait pouvoir s'en débarrasser lui-même, et le gentleman n'avait aucune raison de se salir les mains avec le sang d'autrui. Mais en réalité, il n'allait même pas le tuer. Quand il sera plus fort, il sera probablement dangereux, même pour lui-même. Il aimerait donc se lier d'amitié avec lui et même l'aider à se développer. Il pense à l'avenir. Après tout, combattre un adversaire qu'on a soi-même élevé est le plus intéressant. Pendant ce temps, Qiao Zhangbei et Su Han-sa se font engueuler par le maître de l'hôtel, où ils séjournent parce que leur chambre est pleine de trous et de marques de combat. Le maître de l'hôtel était sûr qu'il ne s'agissait pas d'un diablotin, et il demanda où il se trouvait puisque le diablotin avait détruit la chambre. Qiao Zhangbei répétait sans cesse qu'il s'agissait vraiment d'une chose maléfique. Mais il s'en fichait, il voulait juste l'argent. C'est alors que Su Han-si lui-même décide d'intervenir dans le dialogue. Il est allé voir le maître de l'hôtel et lui a donné un billet de la dynastie Qing. Il espère que ces pièces d'argent suffiront à les rembourser et à les reloger dans une autre chambre. Il a vaqué à ses occupations avec un visage joyeux. Su Han-si se tourna ensuite vers Qiao Zhangbei et lui dit qu'elle lui devait encore 100 pièces d'argent. Cela signifie qu'elle lui devait déjà 600 pièces. Qiao Zhangbei était choqué, car il lui avait donné un billet pour seulement 10 pièces d'argent, et sa dette avait soudainement augmenté de 100 pièces. Su Han-si pointa alors du doigt l'épée et ajouta qu'elle pouvait considérer les 90 pièces restantes comme un paiement pour le fait que l'épée l'avait sauvée. Après avoir emménagé dans leur nouvelle chambre, ils ont décidé de se reposer. Par ennui, Qiao Zhangbei décida de lui demander s'il avait vraiment l'épée douane dans son dos, mais il se contenta de répondre que c'était vrai et ne donna pas plus de détails. Elle se demanda alors pourquoi ces épées permettaient à un simple mortel de tuer des démons et des parfaits. Su Han-si expliqua que chaque Duanwu contenait l'âme d'un raffineur puissant. Ou plutôt, ils avaient volontairement habité ces armes. Qiao Zhangbei ne comprenait pas à quoi tout cela servait. Su Han-si ne comprenait pas ces questions puisqu'il savait qu'elle était étudiante à l'académie Jixia.
et une étudiante de cette académie devrait connaître l'origine du Duanyu. Qianzhongbei expliqua qu'elle n'avait pas encore vécu cela. Su Hangxi expira bruyamment et commença à raconter qu'il y a des centaines d'années, les parfaits mortels et les démons étaient constamment en guerre. Le premier empereur immortel de la dynastie Qing a rassemblé de nombreuses personnes parfaites et s'est battu pendant des décennies, jusqu'à ce que la guerre prenne fin. Pour que l'équilibre du pouvoir sous la dynastie immortelle des Qing ne soit pas perturbé à partir de maintenant, ils ont trouvé une solution. Les 32 perfectionneurs les plus puissants ont volontairement forgé des épées à partir de leur corps, se transformant en 32 Duanwu. Permettre aux simples mortels de tuer des démons et des êtres parfaits. L'autorité impériale a rassemblé ces personnes au sein d'une même organisation, créant ainsi une société d'épéistes spécialisée dans la punition et le perfectionnement des démons ayant commis un crime. Qianzhongbei a alors demandé ce qui se passerait si les parfaits ou les démons s'emparaient de Duanwu. Ou alors, il causerait des problèmes s'ils tombaient entre de mauvaises mains. Su Hangxi dit que c'est impossible car Duanyu lui-même choisirait un mortel qui ne pourrait pas s'améliorer. Ou bien celui que l'épée reconnaît comme son maître pourra utiliser toute sa puissance. Qianzhongbei regarda alors la boîte à épée et demanda où se trouvait le maître de ce Duanwu. Su Hangxi répondit d'une voix triste que le propriétaire de cette épée était mort. Il a été mis en pièces par une foule de monstres ignorants. Elle était choquée et ne savait même pas quoi dire. Elle supposa alors que le maître n'avait pas rencontré une chose impure très forte. Su Hangxi se contenta de rire, car il y avait pire dans ce monde que des bêtes maléfiques. Qianzhongbei fut choquée, car elle n'avait jamais entendu dire qu'il existait quelque chose de plus effrayant que le mal. Elle demanda donc ce que cela pouvait être. Su Hangxi, cependant, a répondu que ce n'était rien d'autre qu'une nature humaine avide et pervertie. Pendant qu'il disait cela, j'ai entendu des ronflements. Ensuite, je l'ai vue déjà endormie. Pendant ce temps, elle faisait un rêve très effrayant et un peu étrange. Son rêve était aussi dans la réalité, ce qui signifie qu'il n'est qu'un souvenir. Ce jour-là, il s'agissait de savoir comment son père avait été tué. Tout a commencé lorsque le ministre des Finances, Jiang Shun, a été accusé de corruption. A provoqué la rupture du barrage avec une inondation massive d'eau. Des dizaines de milliers de morts parmi les civils innocents. Pour cela, il sera exécuté en public. C'était le père de Qianzhongbei. Son père l'a vu dans la foule et lui a immédiatement ordonné de fuir, car elle ne devait pas être impliquée. La meilleure chose à faire était de retourner à l'académie de Jixia. Le juge s'est mis à crier que c'était le parfait qui essayait d'obstruer le trésor. Il a donc ordonné l'exécution immédiate de la sentence. Qianzhongbei se précipite immédiatement vers son père. Mais elle n'en a pas eu le temps et l'épée s'est approchée plus vite qu'elle du cou de son père. Sous ses yeux, elle voit la tête de son père tranchée par une épée. Elle a immédiatement couru jusqu'à la tête et a commencé à hurler de douleur et de tristesse. Elle savait et croyait que son père n'avait pas pu faire cela et que les autres l'avaient juste pris et avaient diffamé son nom. Sa colère a créé une énorme boule d'éclairs autour d'elle. Elle regarde ensuite le juge. Ce regard le mettait mal à l'aise et il comprit qu'on allait probablement s'occuper de lui maintenant. Qianzhongbei a commencé à marcher vers lui, ce qui l'a fait tomber et l'a poussé à demander grâce. Tenant la tête de son père dans ses mains, elle décida de le tuer, ce minable, et de venger ainsi son père. Quand soudain quelqu'un lui ordonne de s'arrêter. C'était le général Liu. Jude se mit immédiatement à ramper vers lui et à lui demander de l'aide. Ta regarda l'oncle Liu, les larmes aux yeux. L'oncle Liu a encore annoncé qu'il était désolé, mais que la preuve de la culpabilité de son père était sérieuse. L'empereur avait tenu compte des mérites antérieurs de la famille Jiang et n'avait pas exécuté tous ses membres. Et si elle continuait ce cirque, elle risquait de condamner toute sa famille à mort. Elle s'apprête à objecter, mais n'en a pas le temps. L'oncle Liu l'interrompt et lui dit qu'il pense que son père a peut-être été piégé, mais qu'il n'y a rien à faire. Il lui demanda ensuite de retourner à l'académie de Jixia, où elle ne risquait rien. Et tant qu'elle est en vie, il y a encore de l'espoir pour la famille Jiang. Et un jour, le nom honorable de son père sera restauré une fois de plus. Elle a ensuite poussé un grand cri et s'est enfuie. Le groupe s'est immédiatement lancé à sa poursuite pour l'attraper et la tuer. Mais ils n'ont pas pu le faire car elle est une très bonne coureuse. Mais avant qu'il ne la rencontre, l'attaque du groupe principal l'avait déjà empoisonnée et avait détruit ses veines d'immortalité, si bien qu'elle ne pouvait pas courir bien loin. Et en effet, elle est tombée dans la carrière et s'est cachée derrière un rocher. Elle crache du sang à cause de l'empoisonnement, mais n'abandonne pas. Elle ne pouvait pas mourir ainsi, car elle était le dernier espoir de sa famille. Su Hangxi l'a regardée pendant tout ce temps, lui disant gentiment qu'elle dormait très bien. Soudain, sa bague se met à vibrer. C'était l'ancienne petite amie de Su Hansa. Et elle s'est à nouveau baignée nue. Elle a commencé à me raconter qu'elle avait accompagné son père chez des hommes méchants et que cela avait été très désagréable pour elle.
Su Hangxi se contenta de rire et décida de plaisanter en disant qu'il n'était pas un homme méchant, sinon elle devrait se laver une fois de plus. Après quoi, elle décida de passer aux choses sérieuses. Il devrait déjà atteindre la frontière de l'académie de Jixia demain. D'après le rapport d'Anzi, rien d'anormal n'a été vu là-bas, il devrait donc être en sécurité. Su Hansa se tourna alors vers son Altesse et lui demanda si elle pensait vraiment que les vieillards endurcis de l'académie seraient capables d'aider Qiangbei. Bien sûr, Qiangbei, avec ses veines d'immortalité endommagées, n'avait aucune chance de convaincre ses membres têtus de l'académie. Mais avec son Duanwu, la probabilité qu'il lui tende une main secourable augmenterait de 70%. Ils se sont ensuite dit au revoir, en échangeant des mots d'adieu, se demande-t-il, car on lui a toujours dit que les vieillards étaient impitoyables. Il a donc décidé de rester une nuit de plus à l'hôtel, de passer une bonne nuit de sommeil et de partir tôt le matin. Le lendemain matin, il se leva tôt et commença à réveiller Qiangbei, lui disant de se nettoyer et de se préparer car ils allaient bientôt partir. En se retournant, Su Hangxi n'a pas réalisé ce qu'elle faisait là. Qiangbei explique qu'elle s'est enveloppée dans sa couverture car ils vont bientôt partir. Su Hangxi a compris qu'il n'y avait rien à lui cacher, alors il a révélé qu'il l'avait d'abord enveloppée dans une couverture pour brouiller les pistes de ceux qui la cherchaient, mais il semble que son emplacement ait déjà été révélé. Elle se mit ensuite à hurler bruyamment, au point que même Su Hangxi fut effrayé par ses cris. Qiangbei réalisa que le mal qui était venu hier avait été envoyé pour la tuer. Les humains étaient donc de connivence avec les méchants. Cela pose une autre question, car il s'agit d'un crime capital. Su Hanzu était choqué par le fait qu'elle ne l'ait réalisé que maintenant. Il ne savait pas si c'était stupide ou même mignon. Mais il a d'abord décidé de manger un peu. Dès qu'il entre dans un restaurant, il voit tout le monde s'amuser. À ce moment-là, Su Hangxi s'est approché de l'un d'entre eux et a demandé pourquoi une telle foule s'était soudainement rassemblée ici. Il a pointé du doigt le gars et lui a expliqué qu'il était riche et qu'il recrutait. C'est ce même homme qui voulait se lier d'amitié avec Su Hansa. Il a commencé à crier que même si la nourriture ici n'était pas de la meilleure qualité, il voulait quand même que tout le monde la goûte. Une fois le repas terminé, il invitait tout le monde à se rendre dans la cour, où ils prenaient leurs affaires et partaient. Une fois arrivés à Jixia, il les nourrira convenablement. Xiaobei se tourna vers Su Hansa et lui proposa de l'accompagner puisqu'il se rendait déjà à l'académie, car ce serait plus sûr ainsi. Su Hansu se contenta de rire à sa suggestion, car il ne ferait que mourir plus vite. Elle ne comprenait pas pourquoi il mourrait. Il lui demanda ensuite de regarder dans la cour. Il y avait un énorme chariot avec un cheval et un chargement. Et il y avait exactement 100 000 $ de marchandises. De telles richesses attireront très vite des brigands, ce qui est très dangereux. De plus, il a dit qu'il devrait partir avant eux, afin de ne pas être pris par inadvertance au milieu de tout cela. Tout aussi soudainement, Su Hansa est approché et arrêté par le seigneur lui-même. Su Hangxi se tourne vers lui et lui demande ce dont il a besoin. Plus loin, le gentleman s'est retourné et a dit qu'il était très beau. Il a ajouté qu'il était un habile guerrier. Il lui proposa également d'aller ensemble à l'académie de Jixia. Su Hangxi saisit rapidement la main de Qiangbei et rejette les suggestions du Gosobdin. Le monsieur lui-même a été choqué par une telle déclaration. Cependant, il décida d'être plus sérieux et proposa de les accompagner pour 1000 pièces d'argent. Su Hangxi ne pouvait pas refuser une telle offre. Au bout d'un moment, les acteurs et Qiangbei étaient déjà assis sur les chevaux. En chemin, il lui a rappelé qu'il avait dit qu'il mourrait si je venais avec eux. Su Hangxi se contenta de rire, car il ne pouvait pas vivre longtemps sans argent, et il lui versa la totalité de la somme à l'avance. Qiangbei a ensuite demandé s'il y avait eu des dangers en cours de route. Su Hangxi explique qu'ils n'ont pas le choix puisqu'il a déjà l'argent de toute façon. Et qu'en dernier recours, ils n'ont qu'à s'enfuir. Qiangbei réalisa immédiatement que si elle était en danger, celui-ci s'enfuirait également. Su Hansu a commencé à la calmer. Il lui dit qu'un professionnel comme lui a des normes, il ne la quitterait pas des yeux tant qu'elle n'aurait pas remboursé sa dette. Elle réalisa alors qu'elle avait encore de la chance de lui devoir de l'argent. Soudain, ils aperçoivent une flèche au milieu de la route et réalisent qu'ils sont attaqués par des bandits. Tout le monde dégaine immédiatement son épée et se prépare au combat. Ils ont également informé le monsieur qu'ils étaient attaqués et qu'ils devaient s'enfuir immédiatement. Il ne voulait évidemment pas s'enfuir, car il avait avec lui tous ces objets précieux qui valaient une somme d'argent considérable. Soudain, le chef des bandits lui-même est entré dans la conversation et a dit de ne pas s'inquiéter, car ils n'étaient devenus que pour des objets de valeur et n'allaient en faire de mal à personne. Sauf bien sûr s'ils sont très obéissants. Le seigneur demande à tout le monde de se calmer et rappelle qu'ils sont en infériorité numérique, sans parler de ces gardes du corps, et que les brigands ne devraient donc pas être un problème pour eux.
Cela a immédiatement remonté le moral des garçons. Mais les brigands ont commencé à rire de leur infériorité numérique. Ensuite, il a envoyé quelques hommes pour leur donner une leçon. Ils se sont approchés de la foule avec des épées, et celle-ci a immédiatement commencé à demander grâce. Ensuite, les brigands ont de nouveau demandé qui était le plus nombreux. L'homme répondit à voix basse que c'était eux, bien sûr. Ils s'approchent ensuite de Su Hansa et de Qiazen Bey et leur ordonnent de descendre de cheval. Su Hongxi décida de faire profil bas et de leur obéir pour l'instant. Qiao Zhangbei se pencha et lui demanda si c'était le bon moment pour s'enfuir. Su Hongxi ne comprenait pas pourquoi, s'il n'y avait rien à craindre, et qu'il suffisait de se détendre et de regarder le spectacle. Qiazen Bey ne savait pas s'il était en sécurité ici, car il y avait tant de brigands. Su Hansa ne fait que rire, car il n'y a que 3 raffineurs de l'étape des ténèbres ici, et le reste n'est qu'une simple populace. Qiazen Bey commença immédiatement à poser des questions sur le stade sombre, car c'était la première fois qu'elle en entendait parler, et commença à demander quelle était leur force, et de quel type de stade il s'agissait. Su Hansa est choqué par le fait que ses professeurs n'enseignent rien aux élèves. Il commença à m'expliquer que le raffinement humain se divisait entre l'étude de la loi céleste, la quête de l'immortalité et le raffinement des compétences martiales. Les parfaits qui se trouvent au même stade ont la même force intérieure. Il y a 5 stades au total: basique, sombre, jaune, terrestre, céleste. En perfectionnant les étapes de base, on peut se battre avec 10 personnes, et sur les étapes sombres, il est déjà possible de vaincre une centaine d'adversaires. Au stade jaune, on peut se battre à armes égales avec 1000 hommes. Au niveau terrestre, une personne perfectionnée a la force de 10 000 hommes. Une seule personne perfectionnée au niveau céleste est capable de vaincre une armée de 100 000 hommes. Qiao Zhangbei se souvint qu'il avait récemment réussi à surmonter le stade sombre du raffinage, et qu'il en était maintenant au stade jaune. Su Hongxi ne dit rien et se contenta de sourire. Il se dirigea ensuite vers le carrosse avec le seigneur. Qiao Zhangbei lui demanda immédiatement où il allait, mais il répondit qu'il venait juste mettre un peu plus d'huile sur le feu. Pendant ce temps, le gentleman discutait avec les brigands et était prêt à donner n'importe quoi pour qu'ils ne tuent personne. Le chef des bandits commença à raconter que le chemin vers lui n'était pas facile, et qu'il ne pouvait pas se limiter à ses biens. Alors l'un des gars suggéra que le seigneur acceptait de rester dans leur repère pendant quelques jours. Le maître se mit immédiatement à trembler de peur, car il comprit qu'il voulait le déshonorer. Même s'il était beau, il ne voulait pas être traité de la sorte. Soudain, Su Hansa s'approche de l'homme. Il lui dit que s'il continue à faire de la comédie, il va bientôt s'ennuyer. Le gentleman lui jeta un regard étrange et lui demanda ce qu'il faisait là. Su Hongxi réalisa qu'il le prenait pour un bandit. Il répondit donc immédiatement qu'il n'en était pas un. Le maître s'est immédiatement excusé pour cette erreur et lui a serré la main. Su Hongxi lui dit de payer et qu'il n'en parlera plus. Soudain, les voleurs se mirent à leur crier de ne pas bouger. Su Hongxi se tourna vers les brigands et réalisa qu'il semblait que tous les brigands s'étaient déjà rendus. Il demanda donc au seigneur d'ordonner à son serviteur de s'occuper d'eux. Le seigneur se contenta de s'excuser et décida de sortir de ce drame. Cela ne plaît pas au brigand qui porte son épée à son visage. Le seigneur a immédiatement commencé à dire qu'il n'était qu'un marchand ordinaire et qu'il ne serait même pas capable d'attacher un poulet, sans parler de traiter avec eux. Mais avec un visage sérieux, il a ajouté que s'il menaçait avec son épée, son garde du corps tape à l'œil pourrait régler l'affaire lui-même. Ensuite, son plus jeune serviteur est descendu de la voiture. Mo déclara alors que ceux qui offenseraient le seigneur seraient tués sans la moindre pitié. Cela n'a pas plu au chef des brigands, qui a ordonné à ses hommes de le tuer, lui et tous ses complices. Mo ne s'est pas laissé faire, et en une seconde, il s'est occupé de la quasi-totalité des brigands. Le seigneur a également demandé à Mo de ne pas oublier d'en garder au moins un en vie en tant que messager. Su Hongxi était même un peu surprise qu'il ait engagé un raffineur de stade terrestre. Su Hansa était très curieux de savoir quel genre de personne il était pour avoir de tels serviteurs. Le seigneur s'est penché vers lui et lui a dit qu'il n'était qu'un homme à la recherche d'argent. Mais bien sûr, ce n'était pas vrai, et Su Hongxi l'a deviné, mais n'a rien dit à ce sujet. Su Hongxi décide d'en profiter et le prend dans ses bras. Ensuite, il s'est présenté et a proposé d'être ami avec lui, car il aime vraiment être ami avec les riches. Le maître a ri et a dit « Alors, nous nous entendrons bien ». Ensuite, Mo a continué à tuer les brigands. Il l'a fait sans pitié et très rapidement, et le sang a giclé partout. Même Qiazen Bey était surpris par la cruauté de ce mot. Il ne pouvait même pas imaginer quel genre de stade il était. Il a laissé quelques hommes au seigneur, qu'il a bien sûr remercié. Su Hongxi a été surprise de voir à quel point il était brutal. Il a même demandé à les quitter pour les tuer lui-même. Le maître appela alors Su Hansa pour l'examiner. Il ne pouvait même pas attacher un poulet avec ses faibles mains, et son joli visage n'avait rien d'extraordinaire.
Il ne s'agissait donc pas d'un sadique. Cela dit, il ne le contestera pas. Tuer est un moyen simple et assez efficace de résoudre un conflit, mais c'est loin d'être le meilleur. Les voleurs ont immédiatement commencé à demander grâce et à presque pleurer. L'homme a alors sorti une boîte de vers du cœur. Si la personne qui les mange se laisse aller à de mauvaises pensées, elle ressentira immédiatement une douleur semblable à celle d'un couteau planté dans le cœur. Si la victime n'arrive pas à se contrôler, elle explose. Il leur ordonna de les recevoir et de les laisser aller des quatre côtés. Leur vie était donc entre leurs mains. Ils voulaient bien sûr s'en sortir vivants et ont donc commencé à manger ces vers du cœur. Mais il y avait une autre condition. Comme ils étaient d'accord sur tout, ils ont demandé ce que le maître voulait encore. Il leur a jeté un livre dans lequel figurait la liste des familles qui avaient souffert aux mains de leur gang. Il ne se soucie pas de savoir s'ils les paient ou les persuadent d'une autre manière. Mais si au moins 70% des familles figurant sur cette liste disent du bien d'elles aux succursales locales de la Shangguan Trading Company, les vers leur seront retirés. Ils ont accepté toutes les conditions et ont promis de ne rien dire à personne sur ce qui s'était passé. Le maître les a arrêtés et leur a dit de dire la vérité à tout le monde. Et aussi de leur dire que tous leurs ennuis sont dus au fait qu'ils ont traversé la Shangguan Trading Company. Et maintenant, ils peuvent, après tout cela, aller faire de bonnes actions. Su Hansi a dit qu'il avait fait une chose très intelligente, à savoir qu'il ne pourrait plus continuer le vol, et que son nom serait sur toutes les lèvres. Le seigneur se contente de rire et ajoute que la nouvelle ne se répand pas d'elle-même. Il a ajouté qu'il partait immédiatement, car cette route l'avait déjà épuisé. Après cela, Qiao Zingbei s'approcha de Su Hangshi et lui demanda s'il savait qu'il avait un assistant depuis le début. Su Hangshi se contenta de sourire, car comment le futur héritier de la famille la plus riche de Jiangnan, Shangguan Wuwei, pourrait-il voyager sans un assistant fiable? À ce moment-là, Qiao Zingbei a supposé qu'il le connaissait. Su Hangshi ne fit que confirmer ses dires, et dit que le réseau de renseignement des épéistes n'était pas seulement pour l'apparence, mais aussi pour les affaires. Qiao Zingbei lui demande à nouveau pourquoi il a dit qu'il serait dangereux de voyager avec eux puisqu'un excellent assistant est aux côtés du seigneur. Su Hangshi décida d'avouer et dit qu'en fait, la principale menace ici n'était pas les bandits. Et le monsieur lui-même, qui se cache derrière le masque d'un homme bienveillant. Zhea Zhenbei ne comprenait pas, car il lui semblait que le seigneur était bienveillant, puisqu'il venait d'épargner ses brigands devant elle. Su Hangshi fut surprise de voir à quel point elle était crédule. Cet homme a réussi à rester au sommet de la famille la plus riche de Jiangnan, et ce faisant, il a dû, à maintes reprises, s'affronter. Qiao Zingbei a suggéré de s'enfuir pour éviter les ennuis, mais Su Hani n'a pas compris pourquoi. Il a toutefois ajouté qu'à ce stade, on peut affirmer que ce dernier ne veut pas leur faire de mal. Son garde du corps est au stade du perfectionnement de la terre. Si Wu Wei souhaitait vraiment partager avec eux, il ne jouerait pas à ça. Mais il y avait quelque chose de plus important. Il s'agit de voyager avec un sac d'argent ambulant. Après tout, vous pourriez pour être à peu près n'importe quel argent de poche sur la nourriture, ainsi que l'occasion de gagner de l'argent bon pour la vie. Su Hangshi demanda ensuite au seigneur qu'il s'arrête dans un restaurant non loin d'ici, ce qu'il accepta bien sûr, et paya même. Au bout d'un certain temps, ils ont atteint la ville de Jixia. Grâce à la protection de l'académie, la ville ne se développe pas comme les autres provinces. Mais elle n'est pas pire que la capitale elle-même. Le maître se tourna également vers Su Hansa et lui dit qu'il serait honoré de dîner avec lui à Wangxian aujourd'hui. Su Hangshi ne pouvait évidemment pas refuser une telle offre. Soudain, ils furent interrompus par Qiao Zingbei, qui déclara qu'il valait mieux aller à l'académie dès maintenant. Su Hangshi a dit qu'elle était sans cœur. Ils ont déjà traversé tant d'épreuves avec Monsieur Shangguan sur le chemin de Jixia. Et maintenant, leur chemin risque d'être séparé à jamais. Il fallait donc boire un dernier verre pour atténuer l'amertume de la séparation. Le maître lui-même n'y voyait pas d'inconvénient. Qiao Zingbei se rend compte que l'homme veut simplement lui imposer un autre dîner gratuit. Ensuite, ils sont allés se saouler dans un restaurant. À table, Su Hangshi se rendit compte que frère Shangguan ne pouvait pas boire du tout, même s'il n'avait pas bu au point de s'allonger sur la table. Au bout d'un moment, il a continué à proposer de boire, encore et encore. Et le gentleman a continué à boire de l'alcool pour se faire des amis. Alors qu'il avait déjà beaucoup bu, le monsieur lui a proposé de manger de plus en plus, sous peine de ressembler à une canne. Il ne refusa pas et continua à manger son repas. Qiao Zingbei regardait tout cela et n'était pas d'humeur. Après quelques verres supplémentaires, Su Hanyu lui proposait déjà d'en boire avec lui. Qiao Zingbei a continué à refuser, mais il a continué à harceler et à harceler. Elle a décidé de ne plus s'impliquer et d'aller se coucher alors qu'ils étaient encore là à boire et à boire. Au bout de quelques heures, la nuit était très noire et le calme régnait. Ils étaient allongés dans la pièce,
complètement ivre, sur la table et sur le canapé. Mais en réalité, Su Hani ne dormait pas, il attendait simplement son heure. Il se lève tranquillement et se rend à la réunion secrète. Après que la porte se soit refermée, Mo est apparu. Il demanda au maître s'il devait le suivre. Le maître était également éveillé et a dit que ce n'était pas nécessaire. Il a ajouté que l'homme n'était sorti que pour rencontrer un informateur qui avait recueilli des informations sur les récents incidents survenus à Jixia. Il ne lui était pas venu à l'esprit que ce gamin devenait de plus en plus intéressant. Mais ce qui le surprend encore plus, c'est qu'il puisse boire autant. Su Hengxi est allé voir l'informateur et lui a demandé quels étaient les résultats de son enquête. L'informateur lui a ensuite donné un rapport sur l'activité récente des démons et des criminels qui se perfectionnent dans différentes régions. Il a également ajouté que le même Shangguan Wu Wei voyageait vraiment avec eux. Il était récemment parti en voyage d'affaires pour explorer les entreprises de différentes régions. Mais il était également certain que leur rencontre avec lui n'était qu'une simple coïncidence. Su Hangxi demande alors ce qui se passe dans le palais. Ce dernier explique qu'il y a des gens qui négocient avec l'Académie Jixia. Ils essaient probablement d'empêcher Jiang Bei de revenir sous la protection de l'Académie. Su Hangxi n'aurait jamais pensé que le retour de Jiang Bei à l'Académie attirerait l'attention d'un si gros poisson. Le lendemain matin, ils sont allés à l'Académie, et c'est là qu'il a compris que ce ne serait pas facile du tout. Jiang Bei remarque qu'il soupire lourdement et lui demande pourquoi il est si sérieux. Su Hansa pense qu'il pourrait avoir des difficultés cette fois-ci, avant même d'avoir pu entrer en contact avec son professeur. Avant d'entrer dans l'académie, ils ont rencontré plusieurs fonctionnaires qui devaient être venus pour lui. Jiang Bei se cache immédiatement derrière Su Hansa, car elle a compris qu'il voulait la capturer avant qu'elle ne franchisse le seuil de l'académie. La dynastie des immortels Qing n'a aucun pouvoir sur l'académie Jixia et ses étudiants. Ils ne peuvent donc pas la retenir. Ils ont donc décidé d'attendre qu'elle en soit exclue. Soudain, quelqu'un l'appela. C'était maître Jiang Bei. Bien entendu, Jiang Bei s'est immédiatement incliné devant son maître. Le maître lui ordonne de monter sur l'oiseau. Elle connaissait ses problèmes depuis longtemps et elle était très triste pour elle. De plus, elle l'appela auprès d'elle, car elle l'aiderait à examiner ses veines d'immortalité endommagées. Jiang Bei lui demande d'arrêter, car elle est accompagnée d'un autre homme. Mais dès qu'elle a regardé là-bas, elle n'a vu personne. Elle n'a pas réalisé où il était. Su Hangxi se cacha derrière un pilier, tout en sentant l'épée vibrer dans la boîte. Su Hangxi se rendit compte que l'épée était également heureuse de revenir ici. Après tout, il semble que ses relations avec l'ancien propriétaire aient été plus chaleureuses qu'il ne l'a dit. Après cela, le maître et Jiang Bei allèrent voir les anciens. Le maître leur demanda d'examiner les veines d'immortalité de son disciple, et elle aurait encore besoin de leur aide plus tard. Les anciens commencèrent à chuchoter entre eux, car compte tenu de la position de Jiang Bei, même s'il faisait vraiment quelque chose, il lui faudrait des années de travail acharné. Le maître les interrompt en disant qu'elle est prête à tout pour l'aider. Soudain, un vieil ancien entra. Il commença à dire que puisque les veines d'immortalité de Jiang Bei s'étaient taries, il n'avait plus qu'à l'expulser de l'académie. Le maître a commencé à crier après le second aîné, en disant que Qiazhen Bei était passé par un processus de sélection à plusieurs niveaux, et qu'il ne pouvait donc pas l'exclure comme ça. Le second aîné se souvint que Jiang Bei avait couvert la corruption de son père et fait une scène lors de son exécution. Pour un tel comportement indécent, il n'y avait aucune chance qu'elle soit laissée pour compte, même si elle était la meilleure des meilleures. Si l'Académie est respectée, ce n'est pas en raison de son pouvoir. C'est parce qu'elle punit le mal et protège le bien, sans s'adonner à aucun vice. Jiang Bei admet qu'elle a fait irruption lors de l'exécution, mais elle ne les laissera pas calomnier son père. Le deuxième ancien décida de lui rappeler qu'il avait été prouvé que la négligence de son père avait causé des dizaines de milliers de morts. Elle a commencé à crier que son père était victime d'un coup monté. Mais le maître l'a interrompu en disant que même si le père de Jiang Bei avait commis un crime, il avait déjà été puni. Et même si elle avait fait irruption lors de l'exécution, elle avait rapidement repris ses esprits et n'avait blessé personne. Et s'il justifiait son exclusion par un comportement indécent, elle n'accepterait pas un tel verdict. C'est alors que le second aîné s'interrogea sur sa veine d'immortalité. Le maître expliqua que si le nombre de maîtres perfectionneurs ne s'unissait pas, il serait déjà capable de les guérir en un rien de temps. Le second aîné se contenta de rire, car dans ce cas, Jiang Bei devrait être déchue de son statut d'étudiante et remise aux représentants de la dynastie immortelle des Qing qui attendaient en bas. Cela rendit Jiang Bei si nerveuse que de la sueur coula sur son front. Su Hangxi est apparu soudainement et s'est mêlé à la conversation, disant qu'il ne s'attendait pas à voir une bande de roturiers ici. Jiang Bei le reconnut immédiatement et fut ravi. Les aînés se mirent alors à lui crier dessus et lui ordonnèrent de se taire. Su Hansi s'est contenté de rire et de demander où il se trompait.
Ils refusent de l'aider parce qu'ils ont peur d'offenser cet aîné. Puis il a dit que le deuxième ancien leur cachait quelque chose puisqu'il faisait tout pour exclure Jiang Bei. Le deuxième ancien ne l'a pas toléré et a ordonné aux anciens de tuer l'insolent. Su Hongxi se contenta de rire de la confiance du second aîné. Après tout, ses maîtres de perfectionnement ne devraient clairement pas l'attaquer. Le deuxième ancien se rendit compte que même s'il était un épéiste, il n'avait pas le droit de faire irruption dans l'académie. Il lui a demandé comment il savait qu'il était épéiste, alors qu'il ne s'était pas encore présenté. Puis il a supposé que le démon à l'épée jaune le lui avait transmis avant de mourir. En réponse, le deuxième ancien a voulu le tuer parce qu'il était très en colère contre l'animal. Il se tourna ensuite vers les anciens et leur demanda pourquoi ils restaient figés là et ne suivaient pas ses ordres. Ceux-ci déclarèrent qu'ils ne pouvaient pas attaquer l'épéiste, car telle était la loi. À ce moment-là, le second ancien se tourna vers Su Hansa et déclara que les épéistes ne pouvaient pas interférer dans les affaires de leur académie. Su Hongxi n'avait pas envie de perdre du temps avec leur futilité. Il s'est donc retourné et s'est éloigné. Ensuite, Su Hongxi se tourna vers Qiazheng Bei en l'appelant 600 argent. Il dit également qu'apparemment, il n'allait pas l'aider à récupérer la veine d'immortalité. Par conséquent, il lui suggéra de devenir une épéiste à ce moment-là. Il montra ensuite la boîte à balles et dit que cette Duan Wu l'avait déjà reconnue comme sa maîtresse. Si elle acceptait, elle pourrait l'utiliser. Qiazheng Bei pensait qu'il plaisantait, car si celle-ci était vraie, cela changerait complètement sa vie. Le client a alors contacté le second aîné et lui a ordonné d'empêcher Jiang Bei d'obtenir Duan Wu. Après tout, si elle devenait une épéiste, il ne pourrait pas la voir. Le deuxième ancien n'était pas ravi, car s'il les attaquait à l'improviste dans l'enceinte de l'académie, il serait certainement puni. Le client n'a commandé qu'en criant de ne pas perdre de temps, car il n'avait certainement pas le choix. Tous les anciens se sont immédiatement précipités vers le deuxième ancien, qui s'est brusquement pris la tête et dont on pouvait voir à quel point il se sentait mal. Le second aîné avait déjà sauté sur Su Hansa et Qiazheng Bei avec une vigueur renouvelée pour les tuer. Soudain, l'épée qui se trouvait dans la boîte se mit à vibrer, puis son corps surgit pour la protéger. Elle fonça droit sur le second aîné, mais ce dernier parvint à refléter l'épée. Il ne comprenait pas comment un Duan Wu aussi pitoyable et sans maître avait osé l'attaquer. C'est alors que Su Hongxi apparaît devant lui. Mais le deuxième ancien n'était pas un mauvais bougre et a réussi à esquiver son épée à temps. Su Hongxi ne se découragea pas et commença à l'attaquer avec plusieurs coups d'épée. Mais il n'a pas réussi à blesser le deuxième ancien. Ensuite, le deuxième aîné a activé une sorte de technique, et la pièce autour de lui a disparu. Par la suite, le deuxième ancien a admis qu'il l'avait sous-estimé. Su Hongxi décide de le contre-attaquer à l'improviste. Mais l'homme esquive toujours, et après une nouvelle attaque de Su Hansa, il réussit tout de même à acculer le deuxième ancien. Il sauta et tomba ainsi dans l'ouragan de Su Hansa, puis activa la technique cri rauque du typhon, qu'il commençait à serrer sous ses yeux. Ensuite, Qiazheng Bei et le maître ont vu une énorme explosion. Qiazheng Bei n'arrivait pas à croire que les épéistes étaient capables d'une telle capacité. Mais étonnamment, le second ancien résista à tout, après quoi il cessa d'avoir peur de ces épéistes. Le deuxième ancien a également admis que plus d'un stade obscur de perfectionnement n'était pas son égal. Mais malheureusement pour lui, il est déjà à un pas de la scène terrestre. Su Hansa parvient à repousser tous ses coups de poing. Pourtant, il n'a pas pu en esquiver une. Le second aîné le frappa de toutes ses forces dans le dos, et il vola contre le rocher, faisant une énorme bosse avec son corps. Le second aîné commença à se moquer de lui parce qu'il avait perdu la volonté de se battre lorsqu'il s'était rendu compte du gouffre qui séparait leurs pouvoirs. Mais Su Hongxi n'était pas non plus un mauvais bougre, et il souriait aussi, car il avait de la peine pour son costume. Il lui avait coûté beaucoup d'argent. C'était très ennuyeux pour lui de le déchirer. Alors il s'est mis en colère et son pouvoir a commencé à jaillir. Ce qui a fait que le deuxième aîné a commencé à être soufflé du sol par son pouvoir. Puis ils s'envolèrent tous les deux pour pouvoir enfin se battre normalement. Su Hansa était curieux de se battre avec lui, car il avait dit qu'il était à un pas du stade de la Terre, il était donc impatient de le tester. Qiazheng Bei observa tout ça et fut choqué de voir qu'ils marchaient tous les deux dans le ciel. Il semblait que Su Hongxi avait également presque atteint le stade de la Terre. Le maître l'interrompt en disant qu'il utilise une technique secrète pour s'amener au stade terrestre de la perfection. Pendant ce temps, Su Hansa décide de lui montrer la véritable force d'un épéiste. Le deuxième aîné regardait et ne comprenait pas comment cela était possible. Ensuite, Su Hongxi décida de l'attaquer avec une technique puissante qu'il n'arrêterait pas. Soudain, un vieil homme apparut, qui stoppa son attaque d'un doigt. Su Hansu avait juste parié qu'il se montrerait après tout, à savoir le directeur de l'académie lui-même. Le directeur de l'académie remarqua immédiatement qu'il maîtrisait très bien l'exécution céleste. Su Hongxi n'arrivait pas à comprendre s'il le louait en ce moment ou s'il louait sa propre technique d'épée.
Le directeur de l'académie a expliqué que, puisqu'il avait intériorisé cet enseignement, il le considérait comme une personne digne d'intérêt. Le second aîné ne pensait plus que ce Satu-Shakun reclus se montrerait soudainement ici, rendant même le client un peu nerveux. Il réalisa qu'il était temps de partir avant qu'il ne soit trop tard, et commença à sortir de là. Soudain, 3 anciens sont apparus devant lui et ont voulu le retenir. Le second elder ne voyait pas d'autre plan que de s'occuper de lui-même et de s'auto-détruire puisqu'il n'y avait pas d'échappatoire. Au bout de quelques secondes, son corps a commencé à gonfler et à se couvrir de ballons. Puis il a explosé en petits morceaux, préservant ainsi des informations très importantes et secrètes. Il s'est délibérément fait exploser, craignant d'être puni pour ses actes. C'était un véritable fou. Et après cela, ils ont vu le contrôle de la saleté. Et l'un des anciens a immédiatement porté cette chose immonde directement à la tête de l'académie. Il ne comprenait pas comment cet individu avait osé se faufiler dans l'académie. Il ordonna donc aux anciens d'enquêter sur lui et de lui rapporter tout ce qu'ils avaient appris sur cette chose immonde. Ensuite, la tête a ressenti quelque chose d'étrange. Il a décidé d'y jeter un coup d'œil et s'est donc téléporté. Ce sentiment le conduisit directement au seigneur qui se reposait sur le toit de la loge. Le chef reconnut qu'il était assez courageux, puisqu'il avait décidé d'espionner l'académie Jixia. Le chef a alors suggéré qu'il était à l'origine de la malpropreté qui régnait. Le seigneur décide de le contrarier un peu et commence à nier. Ensuite, à quelques kilomètres de là, Suanis et les autres virent une énorme explosion de feu. Ils se demandaient avec qui ce vieil homme se battait, car ses attaques étaient terrifiantes et étonnantes. À en juger par les explosions, le maître avait déterminé que son adversaire n'était pas non plus à la traîne. Il devait également être un raffineur de stade céleste. Suansu fut surpris, car le stade céleste devait être rare, et c'était le 2e représentant qu'il voyait aujourd'hui. Entre-temps, l'homme a remarqué que le vieux monsieur n'avait pas changé du tout. Starkey décide de lui donner une leçon et invoque une énorme flèche depuis le ciel. Le monsieur s'est rendu compte qu'il était sérieux et non puéril. Le seigneur appela son familier en réponse à sa flèche, et lui demanda s'il craignait qu'il ne fasse accidentellement exploser tout Jixia. Starkey s'arrête et commence à le regarder dans les yeux. L'homme se mit alors à regarder le vieil homme dans les yeux. En fait, le directeur de l'académie savait que ce dernier ne s'abaisserait pas à un tel niveau. Ensuite, ils commencèrent à dissiper leur technique, et le vieil homme descendit complètement au sol. Le maître lui demanda immédiatement pourquoi il l'avait attaqué. Le vieil homme se contenta de rire, disant qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps et qu'il avait envie de se battre avec lui. Le maître l'a entendu et lui a tendu un grattoir pour qu'il se gratte lui-même les mains. Il s'avère que le seigneur de dizaines de milliers de monstres est venu jusqu'à Jixia juste pour donner ce bâton au vieil homme. Le monsieur a commencé à me raconter qu'il était en voyage et que, par ennui, il avait décidé de s'arrêter pour se divertir. Son comportement agace le vieil homme, mais celui-ci promet d'essayer de se contrôler la prochaine fois. Puis le vieil homme lui dit au revoir. Mais finalement, le monsieur décida de lui rappeler de ne rien dire à personne, car il était maintenant un riche ordinaire. Starkey lui dit de ne pas s'inquiéter. Tant qu'il se comportera comme une personne normale, il ne le tuera pas. En même temps, sur le chemin de l'académie, il se rendit compte qu'il semblait que le roi des morts vivants allait encore causer une sorte de désastre cette fois-ci.